à l'autre, le prix il évoque les avions de transport, en particulier ceux de la Lufthansa, qui est la plus ancienne compagnie aérienne au monde, on peut le dire. La Lufthansa est née, en fait, l'ancêtre de la Lufthansa s'appelait la DELAG. C'est une compagnie aérienne qui n'utilisait pas des avions dirigeables, et c'était en 1913, avant la Première Guerre mondiale. Et lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, la DELAG avait déjà transporté plus de 50 000 passagers. Donc, alors que le Storch fait ce que seuls les Storch savent faire, c'est-à-dire par exemple virer totalement et parfaitement à plat, le Storch a des commandes de vol tellement puissantes et une aérodynamique tellement rapide. Et derrière lui, un avion qui prendra quand même l'un des avions américains les plus incontournables de la Deuxième Guerre mondiale, surtout sur le théâtre opérationnel européen. Le chasseur long courrier, littéralement long courrier, le P-47. Monsieur Dorrance allait devenir de véritables héros. Voici donc la patrouille 2, on se dissociait chacun sur ce dos. La patrouille 2, Curtis 75 et du P-47 de l'autre. Ils commencent ensemble la présentation parce que tous les deux nous viennent de la même collection basée en Grande-Bretagne à Oxford. La collection de Stephen Gray qui s'appelle donc tout simplement The Fighter Collection, collection des chasseurs. Si vous ne savez pas quoi faire pendant le week-end du 13 et du 14 juillet, l'un des plus fabuleux meetings aériens au monde, totalement consacré à ce genre d'avion, aux avions de la Seconde Guerre mondiale, a lieu à Oxford, ça s'appelle Flying Legends et il faut y aller. On aura le plaisir de s'y retrouver, en plus il y a quelques Français qui y participent. Voilà donc un avion de chasse, le petit, un avion de chasse d'origine l'histoire de France, et que c'est celui-là. L'avion, lorsqu'il a été récupéré dans le parc à ferraille de la base de Cazaux, ressemblait à de la ferraille écrabouillée. Il n'y avait plus de pièces véritablement identifiables. Steve Gray a confié les morceaux à deux groupes de ce morceau d'histoire de France. Enfin, vaut mieux que ça soit comme ça. De toute façon, soyons pragmatiques. D'autant que Steve a une autre élégance. Tant qu'à avoir un chasseur français en vol, pourquoi ne pas le confier à un pilote français? Et donc c'est M. Marchasseau, ancien de l'armée de l'air française, dont le surnom est Marquis, qui est aux commandes de cet avion. Marquis était pilote dans l'armée de l'air, il a volé sur Mirage dans l'armée de l'air, et puis il a volé sur Alpha Jet, il a même été le pilote de présentation officielle de l'Alpha Jet. Et puis Marquis a quitté l'armée de l'air, comme d'autres, il est devenu pilote de ligne, pilote d'avion d'affaires dans son cas particulier. Et Marquis est un garçon avec une énorme culture aéronautique, un véritable archéologue du ciel, il a de qui tenir, ce ne sera pas lui a donné le virus, ensemble disant tant qu'à faire voler un avion français dans les airs chauds français, ça soit français. Le Curtis 75 est un avion qui, pendant la bataille de France, pendant le mois de mai et juin 1940, avant la défaite de la France, cet avion a été pour débarqué au Maroc en novembre en particulier, et les stratèges américains s'étaient dit il faut qu'on écrase l'Allemagne, il faut pilonner l'Allemagne. Alors les bombardiers de jour étaient les bombardiers américains, les bombardiers
problème, c'est qu'évidemment, survolant l'Allemagne de jour, sur des missions qui duraient 6 heures, 7 heures, 8 heures, parfois plus, ils étaient évidemment lourdement attaqués par la Luftwaffe allemande qui les faisait sur ça. Les escorteurs, il fallait évidemment protéger les bombardiers par des chasseurs d'escorte. Les chasseurs du début de la guerre n'avaient pas suffisamment de carburant pour pouvoir effectuer ces missions au long cours, partir de Grande-Bretagne, aller jusqu'au cœur de l'Allemagne et revenir ensuite. Et donc un certain nombre d'avions ont été développés dans ce but, des chasseurs long courriers. Et celui-ci en est un des 3 plus beaux exemples, le P-47 Thunderbolt. Un avion conçu assez étrangement souvent dans de l'histoire de l'aviation américaine. On évoque des gens, des ingénieurs aéronautiques qui au départ n'étaient pas américains. Celui-là a été conçu par une équipe d'ingénieurs dans lesquels il y avait un certain nombre de Russes qui avaient fui en 1917 la Russie qui était en train de devenir soviétique. Et ils s'étaient réfugiés à New York et parmi eux Igor Sikorsky qui allait devenir le roi de l'hélicoptère, le pionnier incontesté de l'hélicoptère dans le monde. Et donc il y avait cette firme qui était installée dans Long Island, à côté de New York, sur l'île de Long Island, à Farmingdale, et sur un aérodrome auquel on avait donné le nom de la société République Film. Cette société s'appelait République Aviation et elle était dirigée par un ingénieur qui s'appelait Alexander Kartveli. Et République Aviation avait élaboré à partir du cahier des charges de l'armée américaine ce gros monomoteur. Ce monomoteur est long courrier. Il y a de la place dans le poste, il y a un avion large, c'est un avion américain, c'est un avion de grande puissance, avec des systèmes extrêmement costauds, solides. Et un avion c'est un avion tolérant à piloter, assez facile à piloter, et qui, tous les week-ends, est aux commandes des avions de collection de Grande-Bretagne. Passionné de vol en montagne, de vol à voile, d'hiver. On les verrouiller, elles sont tellement grosses que quand on les se verrouille, on sent l'avion qui est sous les fesses. Il a sorti les volets, l'avion sur une jolie trajectoire d'approche, tranquille. Voilà. Quand on réduit, le P-47 descend à peu près avec la même trace qu'un piano à queue lâché dans un film de Tex Avery depuis le 3e étage. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas réduire à fond sur le P-47. Il faut garder toujours un petit peu de puissance dans l'hélice. Et voilà, on amène le bestiau, le monstre, le camion de chasse volant. On l'amène dans l'axe, on survole le colza, on vise l'entrée de piste et c'est un avion qu'on peut laisser littéralement tomber par terre, mais voilà. On arrondit à peine, il y a des amortisseurs avant de course, sur une piste en herbe comme celle-ci, on sent sur certains avions, on sent chaque petite touffe d'herbe. Sur le P-47, on écrase tout, on sent rien, c'est une Cadillac, ça roule très bien, avec cette hélice gigantesque.